Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast en forme d'exclusivité HCFR qui nous amènera donc à parler du Trinov Wave Forming, la nouvelle technologie qui est présentée par Trinov. Un podcast auquel on fera également un feedback d'impression d'utilisation du waveforming de Trinov, ce que peu de gens ont fait jusqu'à présent. Sachant que ce podcast a vocation à être un préalable aux échanges que nous aurons au niveau du PABS 2023 cette année, qui aura lieu cette année du samedi 21, dimanche 22 pour les journées pro et le lundi 23 octobre pour les journées professionnelles, une journée auquel les membres de l'association HCFR peuvent accéder en faisant une demande dans le sujet HCFR ouvert dans ce contexte. Et également un contexte de Tech Talk HCFR qui réunira Storm Audio avec le contexte d'Irak Art et Trinov Wave Forming, qui sont aujourd'hui les nouvelles technologies de correction acoustique active qui commencent à apparaître sur le marché et qui sont, de mon ou notre point de vue, de réelles révolutions dans la reproduction audio contemporaine. Voilà. Ceci étant dit, on va faire un tour de table pour que chacun des présents puisse se présenter, en commençant par toi, Arnaud. Oui, merci Hugo, et merci pour cette opportunité de présenter l'avancement de nos travaux. Donc, je suis Arnaud Laborie, cofondateur et dirigeant de Trinov Audio. Sachant que Arnaud est actuellement aux États-Unis et encore une Tout à fois, fait. Voilà. merci à toi d'être avec nous dans cette superbe salle audio de Trino Incorporated USA. Merci pour tout ton temps, Arnaud. Merci. Euh, Alexandre, allez, Alexandre, Oui. Bonjour, moi c'est Alexandre. Je m'occupe toujours du marché français pour Trinov Audio, donc aussi bien pour le grand public, pour le monde de l'audio pro, des studios et du cinéma. Voilà. merci Alex, Christophe, Oui, et donc moi je suis chef produit IFI et high-end chez Trinov Audio et je suis aussi CCC sur le forum. et un grand concepteur d'enceinte devant l'éternel avec les Tigrous qui ont récemment fait l'objet d'une publication HCFR. Merci à toi, Christophe. Eh bien, pour l'association des membres HCFR, Régis, Oui, bonjour. Donc Régis, Trans Europe Express sur le forum. Je suis administrateur suppléant de l'association HCFR. merci Régis, Jeff, 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 est-ce qu'il dort, Jeff? Jeff? Ah, J'ai eu un problème de réseau. ah, C'était tout ah, coupé. pas de souci. Ouais, c'est votre connexion Internet est instable, ça fait plaisir. Donc moi c'est Jeff Jaco sur le forum et je suis votre secrétaire général de l'association des membres HCFR avec des problèmes techniques. Merci, Jeff. Et moi-même, je suis Hugo, Hugo S sur le forum et j'ai l'immense honneur d'être le président de l'association des membres HCFR. Eh bien, messieurs, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Arnaud, on te passe la main pour une petite présentation de ce que j'ai cru comprendre. Ok, parfait. Donc, bonjour à tous.
Alors, l'idée ici, c'est pas de refaire une présentation très longue. On a déjà eu l'occasion de faire deux podcasts, un sur les ondes stationnaires et puis un autre sur les principes fondamentaux de waveforming. Donc là, l'idée, c'est plutôt de faire un rapide rappel des principes de base pour se laisser du temps pour les retours d'expérience de la technologie. Donc, par rapport donc, au principe de waveforming, très rapidement, on va balayer quelques principes. Donc, la notion de synthèse de front d'onde, la notion d'absorption active, la notion d'optimisation multisource, multicontrôleur. On va regarder très rapidement les performances typiques qu'on peut obtenir, mais on va plutôt s'attarder sur des cas d'usage et les retours d'expérience des membres du forum. Et puis, surtout, on va parler du guide de placement des caissons de grave, qui est donc la dernière avancée ou la dernière communication sur la technologie waveforming. D'ailleurs, nos recommandations seront publiées en français voilà, au moment de la diffusion de ce podcast. Voilà, donc tout sera parfaitement synchronisé. J'imagine qu'il y aura un lien voilà, pour Tout, voir les tout, recommandations en français. tout à fait. Et encore une fois, merci à l'équipe qui a travaillé sans se ménager pour que ce guide en français soit disponible dans le temps imparti. Ouais, merci à tous. Alors, le contrôle acoustique par synthèse de front d'onde. Donc ça, je dirais, c'est peut-être le concept le plus important de la technologie waveforming, le concept clé. Quand on prend un caisson de basse tout seul, un subwoofer, il est forcément omnidirectionnel du fait de sa taille. Donc, il est petit par rapport aux longueurs d'onde à reproduire et donc il est omnidirectionnel. Il faudrait avoir un subwoofer qui fasse 2 mètres de diamètre pour que ça commence à être directif. Et le problème des sources omnidirectionnelles, c'est qu'elles rayonnent dans toutes les directions. Et donc, elles ont tendance à exciter la salle très fortement. Donc, le subwoofer va arroser la salle, ce qui va engendrer beaucoup de réflexions et donc, in fine, beaucoup d'ondes stationnaires et de modes. Voilà. Donc, ça, c'est le problème qu'on rencontre. Et donc, une des solutions, donc, on peut aller sur le slide suivant. Donc, une des solutions, c'est tout simplement d'utiliser plusieurs subwoofers et de les faire fonctionner en array, ce qui permet de contrôler la directivité. C'est que ça revient en gros à faire un subwoofer géant qui est composé de plusieurs subwoofers élémentaires. Et grâce à ça, on retrouve un subwoofer directif avec l'avantage, si on pilote individuellement les subwoofers, de pouvoir contrôler la directivité. Donc, on peut diriger les basses, être plus ou moins directif, plus ou moins omnidirectionnel, et puis diriger les basses soit à droite, à gauche, selon les circonstances. Donc, on a un vrai contrôle sur la directivité des basses fréquences. Un autre concept, on peut avancer. Voilà. Donc là, j'avance sur un bon rythme. Oui, oui. Un autre concept, ouais, ça change des précédents podcasts. Un autre concept, c'est la pièce d'écoute. Habituellement, c'est un problème, mais si on s'y prend correctement, on peut l'utiliser à notre avantage. En fait, on utilise la pièce comme un guide d'onde et la pièce va venir canaliser les basses fréquences. Et du coup, si on utilise la pièce correctement, on ne va pas essayer de lutter contre la pièce, mais on va l'utiliser pour notre bénéfice. Donc, c'est les deux images que vous voyez à l'écran. Et je vous renvoie vers le podcast détaillé pour voilà, l'explication approfondie. Et on peut passer à la planche d'après. Et voilà, donc ce qui permet de créer un front d'onde très propre, en fait, c'est de combiner trois technologies. Donc, un réseau d'enceintes
pour diriger à la source les basses fréquences, utiliser la pièce comme un guide d'onde pour canaliser les basses fréquences sur toute la longueur de la pièce, et de gérer l'ensemble avec du traitement du signal avancé. Donc, c'est le concept waveforming. Et donc, voilà. Et donc, l'idée fondamentale, c'est de se dire, on peut régler beaucoup de problèmes acoustiques directement à l'émission. En fait, ça revient à faire, en quelque sorte, de la correction acoustique à la source. Et de cette manière, si on émet le son de manière optimale par rapport à la pièce, en fait, on évite de créer trop de problèmes acoustiques. Et donc, tous les problèmes acoustiques qui ne sont pas créés ne sont pas à corriger ultérieurement. Donc, en fait, c'est de la correction acoustique à la source. Maintenant, on va parler un petit peu d'absorption active. Et je vais aller encore plus rapidement. On peut passer à la planche d'après. Euh, En fait, un haut-parleur peut absorber le son, donc ça c'est possible. Par contre, un haut-parleur, ce n'est pas un équivalent strict de l'acoustique passive. Donc si on prend de la mousse ou de la fibre de verre, donc on prend un matériau acoustique absorbant, il aura un fonctionnement différent. Donc quand on a un matériau absorbant, le son va être absorbé quelle que soit la direction d'incidence du son sur ce matériau absorbant. Alors que un haut-parleur, lui, va envoyer un anti-son. Et donc, le haut-parleur, lui, va envoyer du son avec sa propre directivité qui ne va pas coïncider forcément avec le front d'onde incident sur le mur. Euh, et la conséquence, c'est que si on prend un haut-parleur isolé, ce haut-parleur absorbe une partie du son, mais il va aussi émettre un son supplémentaire. Et la solution à ce problème, pour vraiment utiliser des haut-parleurs qui aient un réel fonctionnement d'absorbeur comme de la fibre de verre, c'est d'utiliser les haut-parleurs en réseau. Donc, c'est la solution qui est présentée dans la planche suivante. Voilà. Donc, c'est effectivement d'utiliser des haut-parleurs en réseau pour être capable de créer n'importe quel front d'onde qui viendra se superposer et donc annuler la réflexion contre le mur. Voilà. Donc, si on peut synthétiser n'importe quel front d'onde, on peut annuler n'importe quel front d'onde réfléchi contre un mur. Ce que ne peut pas faire un haut-parleur isolé. Voilà, donc on peut après avancer sur le concept suivant, le concept de multisource multicontrôleur, qu'on va comparer au concept de simple source multicontrôleur. Euh, c'est l'idée en fait de combiner les deux technologies ou les deux concepts qui ont été présentés précédemment, donc diriger les basses à l'émission et puis absorber. Diriger les basses, ça permet en gros d'éviter d'exciter les murs latéraux, le plancher et le plafond. Voilà. Donc on évite de créer des réflexions et on envoie depuis les haut-parleurs avant, on envoie un front d'onde qui va se propager de manière progressive et sans encombre dans la pièce, donc il va atteindre les auditeurs, mais ce front d'onde, malheureusement, il va continuer sa course, il va rebondir contre le mur arrière. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il est intéressant de mettre des absorbeurs les plus performants possibles qui vont venir empêcher ce rebond. Et avec cette stratégie combinée, donc multisource, multicontrôleur, on arrive à contrôler la totalité de l'acoustique de la pièce. Donc, dans la planche d'après, voilà, on présente un peu les deux approches. Donc l'approche simple source, bah, comme il n'y a qu'une source, elle est omnidirectionnelle et donc il va y avoir une excitation assez importante de la pièce. Alors que si on est en multisource, à droite, on va pouvoir diriger les basses et minimiser les résonances et les réflexions contre les murs latéraux et le plafond, le plancher. Et au niveau de l'absorption, à gauche, si on fait des absorptions avec des haut-parleurs isolés, eh bien, on va arriver à absorber, mais il va y avoir aussi des réémissions de son.
Alors que si on utilise les absorbeurs en réseau de haut-parleurs, on a une performance optimale de l'absorption. Voilà. Et évidemment, les haut-parleurs absorbeurs sont placés sur le mur arrière qui reçoit la, enfin, qui est le mur qui produira le plus de réflexion. Je pense qu'on peut passer celui-ci. Quelques performances. Voilà, on peut glisser rapidement sur les slides suivants. Je pense qu'on aura pas mal de Ouais. retours d'expérience. Donc, voilà. Donc, à gauche, on a le. Bon, je pense qu'on verra ça sur les retours d'expérience. Voilà. Voilà. Pareil, on peut avancer. Alors, le guide de placement des haut-parleurs. Voilà. Attardons-nous un petit peu sur ce sujet. La question qui se pose, c'est où placer les haut-parleurs pour avoir les meilleures performances possibles. Alors déjà, première question, combien de caissons de basse? Combien de haut-parleurs? En fait, ça dépend de la taille de la pièce. Plus la pièce est grande, plus il faudra de caissons de basse. Et ça dépend aussi de la fréquence maximum euh, pour laquelle on veut contrôler le champ acoustique. Donc, typiquement, il faut pouvoir contrôler le champ acoustique jusqu'à 100 Hz, voire plus. Si on y arrive jusqu'à 200 Hz, tant mieux, mais le minimum qu'on se donne, c'est contrôler jusqu'à 100 Hz. Et donc, plus on veut monter haut en fréquence, plus il faudra rapprocher les haut-parleurs, et donc plus il faudra de haut-parleurs. Alors, voilà les derniers travaux ou les dernières publications qu'on a pu faire, donc le guide de placement des haut-parleurs. Vous pouvez voir une sorte de carte avec 4 couleurs. En fait, ça représente toutes les configurations possibles de haut-parleurs sur un mur. Donc là, pour l'instant, on considère des configurations qu'on appelle symétriques. C'est-à-dire, c'est le même réseau de subwoofers devant et derrière. Et donc, on représente toutes les configurations, ou en tout cas toutes les dimensions de mur possibles sur ce graphe. Donc, sur l'axe horizontal, on a la largeur du mur, et sur l'axe vertical, on a la hauteur du mur. Et donc, on voit qu'on a différentes zones. Donc, je vais commencer par la zone en bas à gauche, celle qui est un peu violette. Donc, c'est pour les salles qui sont relativement étroite, donc typiquement plus étroite que 4,50 m, ce qui n'est pas si petit que ça, en fait, quand on réfléchit bien. Et des hauteurs de plafond jusqu'à à peu près 2,35 m, 2,40 m. Voilà. Donc, pour ce type de proportion, de dimension de mur, donc là je parle du mur avant et du mur arrière, on peut utiliser 2 subwoofers. Donc 2 haut-parleurs suffisent à contrôler, à générer le front d'onde euh, jusqu'à 100 Hz. Ensuite, si on a des pièces qui sont plus hautes, donc là on va arriver dans le domaine vert. Donc on va être plutôt sur des configurations à 4 subwoofers. Donc une seule hauteur de subwoofer ne va pas suffire, il faut en rajouter une deuxième. Donc, on se retrouve à doubler le nombre de subwoofers et on a des configurations 4 subwoofers par mur. Ensuite, pour les pièces qui sont plus larges, 2 subwoofers, ça ne va pas suffire. Il va falloir qu'on augmente et qu'on passe à 3 subwoofers. Donc, si on veut couvrir des pièces à partir de 4,50 m et aller jusqu'à un peu plus de 6,50 m, presque 7 mètres, on utilise 3 subwoofers. Et donc, plus la pièce est large, plus il faudra mettre de subwoofer en largeur, et plus la pièce va être haute, plus il faudra en mettre en hauteur. Voilà le principe général. Maintenant, plus précisément, donc le placement idéal, en fait, c'est ce qu'on appelle un placement régulier. C'est-à-dire que tous les subwoofers et les subwoofers images doivent constituer un échantillonnage régulier. Donc ça doit constituer un pas régulier. Donc il faut imaginer que les murs sont des réflecteurs acoustiques. On peut prendre l'analogie optique. Imaginons que les murs de la pièce soient constitués de miroirs. Donc on est un peu dans le palais des glaces. Et donc on voit les subwoofers physiques, mais on voit aussi tous les subwoofers images. Et donc tout
ce réseau géant de haut-parleurs avec les subs et les sub-images doivent former un pavage régulier. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous voyez un certain écartement entre deux subwoofers et vous avez un demi-écartement par rapport au mur. En fait, ça anticipe le fait que le subwoofer image, il est aussi écarté du mur de la même distance. Et donc, le pas entre deux subwoofers physiques ou un subwoofer physique et un subwoofer image est toujours le même. Voilà, c'est ce qu'on appelle un placement régulier. Et donc, c'est ce qui techniquement donne la meilleure performance. Donc, ça va être notre solution de référence pour le placement des subwoofers. Voilà. Bon. Ensuite, la technologie waveforming permet de maintenir de manière très efficace le niveau de performance alors qu'on s'éloigne du placement idéal des subwoofers. Et en termes de placement non idéaux, on va s'intéresser à deux choses. Ce qu'on appelle les réseaux irréguliers, c'est-à-dire que au lieu de placer les subwoofers aux positions régulières idéales, on va se permettre de les bouger autour et de voir comment les performances évoluent. Donc ça, c'est le côté placement irrégulier. Et il y a un autre aspect que Waveforming permet, c'est des configurations asymétriques. C'est-à-dire que le réseau avant et le réseau arrière ne sont pas les mêmes. Et donc, la Waveforming permet de gérer cette asymétrie. Donc, quelques règles générales de placement des haut-parleurs. En gros, nos travaux sont très clairs là-dessus. Le réseau arrière supporte beaucoup plus de déplacements que le réseau avant. Donc, voilà, à l'arrière, il y a beaucoup plus de tolérance pour bouger les haut-parleurs. Ça fera d'ailleurs écho au retour d'expérience qu'on pourra partager tout à l'heure. Ensuite, le déplacement maximum recommandé pour le réseau avant, donc le plus exigeant, c'est en gros plus ou moins 10% de la dimension de la pièce. Ça, c'est typiquement. Donc, par exemple, sur une pièce de 4 mètres de large, on peut bouger chaque subwoofer de plus ou moins 40 cm, en gros, sans pénalité en termes de performance. Voilà. Ce qui donne quand même déjà une flexibilité assez intéressante. Et dans certains cas qui seront présentés un peu plus tard, on peut aller jusqu'à 30%. Donc pour une pièce de 4 mètres de large, 30%, ça commence à représenter 1 mètre 20. Donc ça devient très, très important. Euh, on- nos travaux montrent qu'il est intéressant de déplacer les subwoofers dans des directions opposées. C'est-à-dire que si on bouge tous les subwoofers dans la même direction, on aura assez rapidement une dégradation de la performance. Par contre, si on bouge un subwoofer et qu'on en bouge un autre de manière opposée, alors on préserve vraiment très bien les performances. Donc si on bouge un subwoofer vers la gauche, il faut en bouger un autre vers la droite. Si on en bouge un vers le haut, il faut bouger un autre vers le bas. Comme ça, il y a un effet de compensation qui se produit. Ensuite, une autre règle qu'on a pu observer au travers d'un très grand nombre de simulations, c'est que quitte à bouger les subwoofers, il vaut mieux les écarter que de les rapprocher. Euh, et il est préférable de conserver au moins une dimension régulière. Voilà. Donc, par exemple, si on s'amuse à bouger les subwoofers dans le sens de la hauteur, il vaut mieux pas les bouger en même temps dans le sens de la largeur. Voilà. Et donc, au niveau des réseaux asymétriques, donc là j'ai parlé de positionnement irrégulier, maintenant je vais parler du côté asymétrique entre l'avant et l'arrière. Euh, Si on veut réduire le nombre de subwoofers, on recommande vraiment de le faire à l'arrière. Donc on peut réduire le nombre de subwoofers à l'arrière avec une baisse quasiment inaudible des performances, alors que dès qu'on touche au nombre de subwoofers à l'avant, on est vraiment pénalisé en performance rapidement. Voilà. Ensuite, voilà, on va pouvoir avancer rapidement sur les planches et puis passer au retour d'expérience. On a travaillé aussi sur des réseaux, donc qui ne sont pas des réseaux réguliers, mais de voir où faudrait le placement idéal lorsqu'on veut utiliser 5 subwoofers sur un mur ou 3 subwoofers sur un mur. Euh,
la configuration avec 3 subwoofers marche de manière remarquablement bien. C'est d'ailleurs la configuration qu'on avait, enfin l'une des configurations qu'on avait proposées en démo sur le salon CEDIA le mois dernier. Donc on avait une configuration avec 3 subwoofers à l'avant et 2 à l'arrière pour une salle quand même qui fait 6 mètres de large et je crois 9 mètres, 9 mètres de long et 18 places. Voilà, donc une Euh, salle quand même assez grande. tu veux dire en désactivant les autres subs Oui, qui étaient à côté. D'accord. voilà, Donc en voilà, fait, c'est ça. vous pouviez piloter le nombre de subs en fonction de ce que vous vouliez, ce qui était souhaitable de montrer, c'est ça? Ou de ce que Voilà, vous vouliez exactement. Donc montrer. c'est exactement ça, de pouvoir montrer le résultat qu'on obtient en utilisant une configuration donc, de 3 subwoofers à l'avant, 2 à l'arrière, 12 subwoofers devant, 2 à l'arrière, donc très forte asymétrie, et puis 12 devant, 12 derrière pour prendre un cas de référence où on se dit il y a pas de limite technique. Voilà. Et donc, c'était assez intéressant de voir que des configurations finalement assez modestes de subwoofer par rapport à la taille de la pièce donnaient un niveau de performance vraiment très intéressant. On a subjectivement peut-être 70% de la performance de la configuration maximum. Donc, le 3.2 donnait 70% de la performance perceptive par rapport à une config 12.12 par exemple. Donc ça Wow. donne une C'est idée. Voilà. c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'était, ouais, c'est très impressionnant et voilà, ça permet de montrer que la technologie est viable avec un nombre finalement assez raisonnable de subwoofers. Après, voilà, la notion de raisonnable dépend de chacun, mais voilà. Elle est personnelle, ouais, c'est une notion personnelle. On va peut-être voilà, passer au- au slide suivant. Donc, voilà, un ensemble de configurations asymétriques qu'on a déjà validées, soit en vrai, soit avec un très grand nombre de simulations. Donc voilà, je ne vais pas les présenter une par une, hein, elles sont assez explicites. On peut continuer pour en voir encore d'autres. Euh, voilà, avec par exemple à droite une configuration très asymétrique, donc 6 subwoofers devant, 2 derrière, mais dans l'asymétrie, on a été beaucoup plus loin. Voilà, à l'occasion du salon CEDIA où on a fait 12-2. Voilà, donc ça c'est le côté asymétrique. Donc maintenant, je vais passer sur le côté irrégulier. Donc là, on considère un mur et on regarde les tolérances qu'on a en termes de déplacement de subwoofer avant de dégrader les performances. Donc là, on est dans le cas 3 caissons de basse alignées à l'horizontale. Donc les points gris, c'est les positions idéales de référence. Et puis les points colorés, c'est jusqu'où on peut les bouger sans perte significative de performance. Et donc, par exemple, dans le cas à gauche, le haut-parleur central, si on s'amuse à le monter ou à le baisser, on peut aller jusqu'à 30% de déplacement sans impacter significativement les performances. Donc, la différence à l'oreille est à peine audible. On est vraiment dans le tout juste audible. Voilà. Et donc, à droite, sur l'autre graphe, on a ce qui se passe quand on veut le déplacer à droite, à gauche. Donc, on a une tolérance de 15%. Donc, c'est typiquement des cas où on dépasse le 10% typique d'un déplacement, on va dire, un peu aléatoire du subwoofer. Donc, on peut passer au slide d'après. Donc, on est toujours dans le cas 3 caissons de basse par mur. Et donc, on voit à gauche, par exemple, ce qui se passe si on essaie de les monter tous les 3 en même temps ou les baisser tous les 3 en même temps. Bah, on s'aperçoit que c'est plus restrictif. Là, on a 5% de déplacement autorisé. Donc, ça rejoint un peu ce que je présentais en introduction, c'est de jouer sur des effets de compensation. Et donc, par exemple, le schéma du milieu. Donc là, on s'amuse à déplacer vers le haut
le sub de gauche et puis vers le bas, le sub de droite. On commence à faire des diagonales, si vous voulez. Donc, au lieu d'avoir les trois subs alignés, on fait une diagonale qui penche à droite ou qui penche à gauche. Et donc, on peut pencher le réseau de haut-parleurs jusqu'à 20% de la hauteur de la pièce. Et on peut aussi s'amuser à faire des configurations en chapeau ou en V. C'est-à-dire que, par exemple, si on monte le subwoofer du milieu, on vient baisser les subwoofers qui sont à droite et à gauche. Donc, on fait des chapeaux ou des chapeaux inversés. Et là, on est autorisé à faire jusqu'à 15% de déplacement. Voilà. Donc, ensuite, on va s'intéresser au mur arrière. Et donc là, on voit, c'est la même idée, sauf qu'on a le droit à des déplacements beaucoup plus importants où on peut aller jusqu'à 30% de tolérance, voilà, avant d'avoir une baisse significative de performance. Donc à l'arrière, c'est quand même très tolérant. Ensuite, on peut avancer. Maintenant, les configurations à 4 subwoofers. Donc à gauche, on voit ce qui se passe si on les rapproche ou on les écarte horizontalement. Donc on a droit à 10%. Le réseau de 4 subs en carré, on peut s'amuser à le rendre un petit peu trapézoïdal. Donc on peut trapézoïder vers le bas ou vers le haut. Et on a droit à 10% de déplacement. Et pareil, les subwoofers, on peut aussi les écarter ou les rapprocher dans le sens vertical. Et on a le droit à 10%. Donc là, on est dans notre 10% typique. Voilà. Ensuite, par exemple, si on prend le graphe du milieu, ah oui, non, là on est sur les haut-parleurs arrière. Voilà, là on est sur le mur arrière. Et donc, on voit qu'on a le droit à plus de tolérance, mais les principes restent les mêmes. Donc voilà, je pense qu'on peut avancer. Et voilà, on va terminer. Donc ça, c'est la dernière planche, euh, où en gros, on représente avec juste une échelle de couleurs très simplifiée le niveau de performance attendu. Donc, si on est, donc c'est la case en haut à gauche, le vert foncé. Donc, si on est dans le cas d'un placement régulier des subwoofers sur chaque mur et qu'on a des réseaux symétriques, donc c'est le même réseau à l'avant et à l'arrière, alors on a les performances maximum. Petit bonus, grâce à Waveforming, on peut s'autoriser 5% de déplacement sans perte de performance, ni vraiment mesurable, ni vraiment audible. Voilà. Ensuite, donc là, ça va être la case en haut à droite. Donc, si on fait un déplacement irrégulier jusqu'à 10%, un peu plus dans certains cas particuliers qu'on a vus tout à l'heure, les performances baissent, mais de manière extrêmement légère, c'est à peine audible. Voilà. À l'inverse, donc si on regarde la case en bas à gauche, donc, si on utilise une configuration asymétrique, donc autrement dit, on réduit le nombre de subwoofers à l'arrière, là encore, on a une baisse à peine audible de performance. Et ce qu'on peut faire, c'est cumuler les deux. Et à ce moment-là, on a une perte de performance qui commence à être audible et mesurable, mais on reste quand même dans un très haut niveau de performance. Voilà. Et d'ailleurs, on verra avec les retours d'expérience que en pratique, on peut prendre le risque de s'écarter très fortement de ces recommandations et quand même obtenir des niveaux de performance très satisfaisants. Voilà. Mais dans cette approche, on est quand même dans une démarche de haute performance. Et voilà, nous, on encourage les utilisateurs à vraiment soigner le placement des haut-parleurs pour que la configuration de haut-parleurs ait on va dire le potentiel de performance le plus élevé possible au départ. Et ensuite, Waveforming va quelque part utiliser ce potentiel, mais dans nos recommandations, on est plus voilà, dans une démarche haute performance en minimisant les compromis. Voilà. Ou en tout cas en comprenant le compromis qu'on peut réaliser en restant très très proche des plus hautes performances possibles. Il est préférable de prévenir que de guérir. Voilà, c'est ça, exactement. Donc d'essayer de gérer les choses en anticipation et par conception.
Arnaud, il faut qu'on se dépêche un petit peu, s'il Ouais, te plaît. c'est bon, j'ai fini. Voilà. Est-ce que à ce stade, il y a des questions, Jeff? Non, pas vraiment de questions parce que c'est extrêmement clair, notamment en ce qui concerne les marges, donc les marges de tolérance, qui sont vues, je pense, d'une manière pas restrictive, mais je dirais très prudente de la part de Trinov, puisque je pense que Arnaud, dans sa démarche, et ça va être la démarche de tous les ingénieurs de chez Trinov, de rester dans un objectif de performance maximisée. Bon, on verra par l'intermédiaire de vos témoignages, effectivement, si en s'éloignant un petit peu de ses prérogatives, sa waveforming fonctionne toujours encore. Bon, moi, je le sais puisque on m'a un petit peu dit, mais non, pas de questions. Régis? Non, non, avec Christophe, pendant la transformation de la salle, pour intégrer les nouveaux subs, il a pu me conseiller et me dire quand c'était bien et quand il fallait rebouger les choses, que ce qu'on a fait concernant enfin, on verra qu'on est arrivé à quelque chose d'intéressant. Eh bien, Christophe, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'affichage des résultats. Donc, puisque je rappelle ici officiellement, si tu me le permets, Arnaud, est-ce que je peux publiquement, est-ce que Régis et moi, nous pouvons publiquement parler des expériences et de l'utilisation que l'on a fait du waveforming chacun dans notre installation personnelle? C'est OK? Oui, oui, tout à fait, oui, oui, avec Eh plaisir. bien, merci. Du coup, puisque nous nous sommes libérés de cette restriction de parole, je te passe la parole, Christophe, de façon à ce que tu puisses publiquement montrer les diverses prises de mesures et contextes des installations chez Régis et moi, en commençant par Régis. Merci Hugo. Effectivement, dans le cadre de notre recherche, on avait besoin de cobayes, on va dire, pour expérimenter le webforming dans des installations utilisateurs qui, on va dire, correspondent ou non à nos recommandations, justement, et voir vraiment dans des conditions réelles quelles performances on pouvait espérer. Donc, chez Régis, on va dire, a été exceptionnel puisqu'on avait à peine publié les recommandations qu'il avait déjà modifié complètement son mur. Merci à lui. Et, ça fait plaisir, ça montre qu'il croit en ce qu'on fait. Et je veux dire, ça nous touche quand même beaucoup. Faut pas négliger ça. Donc du coup, voyant ça, je l'ai contacté pour qu'on puisse tester le waveforming chez lui. Donc l'installation de Régis a un mur, comme on a dit, les dimensions du mur avant, comme a expliqué Arnaud, sont importantes par rapport au nombre de subwoofers qu'on doit utiliser. Donc il a un mur de 4 mètres de large pour 2 mètres 8 de l'eau. Et vous voyez sur le schéma de droite, je représenté par le cercle gris, que c'est une recommandation de 4 subwoofers à l'avant et 4 subwoofers à l'arrière. Or, Régis a installé 7 subwoofers, donc 2 à l'avant, 4 à l'avant, pardon, 2 BW des 38 cm, je crois, et 2 KEF de 25 cm. Vous aurez tout le détail. Régis a fait un thread sur toutes ces modifs, donc n'hésitez pas à les voir si vous voulez des informations. Et à l'arrière, 2 SVS SB 3000 et un sub in-wall Atlantic Technology IW28. Donc, il est dans la situation de disposition irrégulière, comme disait Arnaud, avec 4 caissons devant et 3 caissons à l'arrière, euh, symétriques. Donc, la théorie est à gauche, la pratique est à droite. Alors, et si on assemble les deux, on voit qu'il y a que légères différences. Néanmoins, si on fait les maths, on se rend compte qu'on est largement en dessous
de 10% d'écart par rapport à nos recommandations, ce qui rentre dans les tolérances admissibles. Donc, on s'attend à avoir de bonnes performances. Alors, mon schéma n'est pas tout à fait à l'échelle, hein. J'ai fait une surimpression dans GIMP, ne m'en voulez pas. C'est pour donner une idée. Donc, même chose à l'arrière. À l'arrière, on a vu qu'on avait plus de liberté pour déplacer le subwoofer qu'à l'avant. Il y a plus de marge. Donc, si on refait notre petit travail de superposition, on voit que les points théoriques sont vraiment très très proches des subwoofers dans leur position pratique. Donc, ce qu'on pourrait critiquer avec des gros guillemets, par exemple, c'est les deux subwoofers du bas qui sont peut-être légèrement trop rapprochés par rapport aux positions théoriques, mais encore une fois, on est dans un seuil de tolérance tout à fait admissible. Alors, les performances en pratique. Donc, à gauche, vous avez la mesure. On a fait 21 points de mesure. Peut-être que Régis et Louis partageront leur ressenti sur le processus de calibration en détail. Donc, on a fait 21 points. Et ce que vous voyez à gauche, en fait, c'est la réponse en fréquence pour ces 21 points. Et ce qu'on appelle la MSD, ce qui en français veut dire la variation moyenne, la déviation, je vais y arriver, la déviation moyenne, il me manque une lettre à chaque Spatial. fois. Standard. Spatiale, voilà, Ouais. merci. Spatial. Spatiale. Puisque la zone de mesure englobe, on va dire, la zone d'écoute. Donc, sur toute cette zone de mesure, on a une déviation moyenne de 4,3 dB chez Régis. Et sur la droite, avec waveforming, cette déviation passe à 1,8 dB. Donc, c'est-à-dire que dans une zone qui s'étend sur 2,40 m en profondeur sur environ 1 mètre de largeur, vous avez seulement 1,8 dB d'écart en moyenne entre tous ces points dans la reproduction du graphe. L'échelle en bas, Christophe, qu'est-ce que c'est? Alors, donc, en haut, ce que vous avez, c'est la réponse des 21 subs. Et en bas, c'est justement la déviation moyenne qu'on voit Oui, oui, en fréquence. j'entends bien, mais la partie fréquence, donc Alors, je c'est sais une pas échelle si, qui va de combien à combien? je ne sais pas si vous voyez On voit le ça. curseur. Oui. On voit mon Ton curseur, crayon, voilà. ouais. Donc Ouais, là, vous êtes à 100 Hz ouais, d'accord, et ok. vous avez 10 Hz tout à gauche, si je ne dis pas de bêtises. Ok, parfait, merci. Ou par là. Voilà. Alors, il va falloir que j'efface. Ok. Hop. Moins de 2 dB d'écart, là, c'est impressionnant. Et sur une grande zone. Si on se limite à juste les 3 positions d'écoute sur le canapé de Régis, on descend à une variation de 0,5 dB. Waouh! Le sweet spot, c'est fini. Voilà, c'est ça, à peu près ça. Ouais. C'est fini. Waouh! Ouais. 0,5 dB. Ouais. Et donc là, voilà, donc les performances temporelles, on voit la décroissance du son sur cette courbe qu'on appelle, enfin, c'est pas une courbe graphique qu'on appelle nous une TFGT. Donc, vous avez à gauche la fréquence qui va de, alors je vais remettre mon, hop, si vous voyez mon curseur. Ouais. Yes. Donc, vous avez la fréquence en ordonnée de 10 Hz à 200 Hz, 50 Hz ici au milieu. Et en abscisse, vous avez le temps en millisecondes. Donc, Ouais, on le passe de temps. 0 à millisecondes, et donc ça va jusqu'à 700 millisecondes. À droite, vous avez l'amplitude. Donc, plus on se rapproche du rouge, plus le son est fort, et plus on est dans le bleu foncé, plus le son est faible. Donc là, il y a une amplitude de 40 décibels. Donc, à droite, on voit que le grave est encore relativement fort jusqu'à 125 millisecondes, après l'émission du son initial à 0 millisecondes. Et avec waveforming, on se rapproche beaucoup plus, on va dire, en tout cas sur la zone, entre 30 et 50, 60 Hz, à peu près 50-60 millisecondes.
Et peut-être en dessous de 20 Hz, il y a encore un petit peu de résidus. Mais en gros, il y a une affectation quand même assez forte de ce qu'on appelle le decay time en anglais, ce qui promet un son beaucoup plus Très propre, sec, ouais, très sec, sec et débarrassé délié, de, ouais, de délié. la contribution de la pièce, en fait. Et par ailleurs à ça, ce decay time est également beaucoup plus régulier qu'il n'était avant. Donc il y a moins techniquement de mode dans la pièce, euh, puisque le decay time est régulier. Est-ce que, enfin, si je dis une bêtise, Arnaud, interromps-moi. C'est ça, oui. C'est que au fur et à mesure où le son s'atténue, toutes les fréquences vont s'atténuer en même temps. Donc, il ne va pas y avoir une coloration avec une fréquence qui perdure alors que les autres ont déjà disparu. Ce qui, non seulement ça crée des résonances, mais ça crée aussi des colorations Ouais. qui ne sont pas naturelles. Donc, le fait que toutes les fréquences, non seulement c'est plus rapide, mais en plus tout descend en même temps. Donc, ça donne des avantages à l'écoute, voilà, dont on parlera après. Immanquablement. Alors, passons sur la situation d'Hugo. Donc, Hugo, alias le mauvais élève, puisque donc, alors, on a fait l'installation chez Hugo avant la publication des recommandations. Néanmoins, même par rapport à ce qu'avait dit Arnaud dans le long podcast baignure qu'on avait fait de 4 heures avec vous, Tu il y veux avait quand dire même, les deux baignures. oui, il y avait quand même suffisamment d'informations pour savoir que ce qui est chez Hugo ne doit en théorie pas fonctionner. Donc chez Hugo, qu'est-ce qu'on a? On a 4 subs dans à peu près les coins. Donc 4 SVS PC 4000. La salle d'Hugo est pareil, est très documentée sur le forum, donc n'hésitez pas à lui demander des informations. Juste une précision, la Hmm. raison pour laquelle le sub arrière gauche est avancé, c'est que à cet endroit, il existe euh, une porte de communication, et donc il était impossible de positionner le sub arrière gauche dans le coin gauche. Voilà. Hmm. Néanmoins, tu as voulu sacrifier l'accessibilité au détriment du webforming. Exactement. Donc c'est un énorme problème. Parce que du coup, on se retrouve avec un subwoofer qui est très proche du canapé, ce qui n'est pas recommandé, et qui est très loin du mur, ce qui n'est pas forcément recommandé non plus. Et par ailleurs, la pièce est également ouverte sur l'arrière. Donc on a une ouverture sur le bas, si je remets mon petit curseur, d'environ 2,10 m, qui elle-même débouche sur d'autres pièces. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une réflexion tardive des pièces encore à l'arrière qui puissent passer par ce mur. Et enfin, le plafond n'est pas droit, donc la pièce n'est même pas un parallélépipède, puisque au plus bas du plafond sur la gauche, on a 2,50 m et au plus haut à droite, on est à 3,40 m. Très mauvais élève. Enfin bon, le conseil de C'est discipline devra faire quelque chose. exactement, c'est challenge puissance 10. Donc, si on se reporte sur un graphique pour savoir quelle configuration de subwoofer il nous faudrait, on est plutôt dans un setup qui demanderait une configuration comme chez Regis de 4x4. Les dimensions sont relativement similaires de ce point de vue-là, sans surprise. Et donc, j'ai fait une ellipse à la place d'un cercle parce que pour représenter la différence de hauteur de plafond entre le plus bas et le plus haut. Mais quoi qu'il en soit, au lieu d'être en 4x4, on est en 2-2 et potentiellement, il nous manque deux subwoofers. Donc, petit résumé pour bien que tout le monde comprenne. Alors, chez Hugo, donc, avant waveforming, on avait une déviation moyenne de 5,4 dB, donc plus élevé que chez Regis. On voit que c'est quand même très accidenté dans la réponse en fréquence. Et avec waveforming, on arrive quand même à descendre à 2,9 décibels. Et là, encore une fois, c'est sur les 21 points de mesure. Donc, qui comprennent beaucoup de points à l'avant de la salle, beaucoup de points à l'arrière de la salle et sur les côtés. Donc, il y a vraiment une zone d'écoute relativement large. Si on se limite, encore une fois, juste aux 3 positions du canapé, on arrive quand même à être dans 1,9 dB.
Et si je ne me trompe pas, si on se base sur la recommandation du CEDIA RP22, qui a été publiée récemment, ça te positionnerait dans la meilleure performance recommandée, je crois, ou la deuxième meilleure dans la Ouais, recommandation. ouais, on est au niveau 3 sur 4 en fait. Donc c'est la Hmm, deuxième meilleure. voilà. Et ça avec un setup qui n'est pas censé fonctionner avec du waveforming. Donc le salon de Hugo peut être en route pour les Cedia Awards en fait. C'est ça, voilà. Ouais. Oui, 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 mais bah, bref, les impressions après, vas-y. Ensuite, donc, la décroissance du son dans la salle d'Hugo. On a la même amplitude d'échelle 40 dB et les fréquences et le temps sont les mêmes que chez Régis. Donc il y a beaucoup plus d'énergie visiblement chez Hugo. Mais de la même façon, on voit que le waveforming arrive à l'atténuer très fortement. Et il est très possible que peut-être même plus que Ouais. la linéarisation de la bande passante, ce soit ce qu'à l'écoute il y a le plus marqué. Et ce En qui tout est le cas, cas. Voilà. donc là, on voit vraiment qu'on a encore de l'énergie très fortement, presque jusqu'à 300 millisecondes, ce qui commence vraiment à être long, et que toute cette énergie a été basiquement absorbée par le waveforming euh, via les deux subs de derrière, malgré l'ouverture des murs, malgré le positionnement non conforme à nos recommandations. Donc, si on doit conclure, on a montré que le positionnement euh, dans le cas de waveforming était quand même très souple et qui, en ce sens, il s'écartait complètement d'un DBA classique où, avec les mêmes positionnements, que ce soit chez Régis ou chez Hugo, on n'a probablement eu aucun résultat possible. Néanmoins, on l'a vu, on a quand même de meilleures performances chez Régis que chez Hugo, donc les recommandations ne sont pas là pour faire joli. Le plus vous pouvez les suivre et le mieux le résultat sera, comme le disait Arnaud au début. Si on résout le problème dès l'émission du son, on a fait le plus gros du travail. Et enfin, donc si bien qu'on s'écarte des recommandations très fortement, on arrive quand même sur une zone relativement restreinte à avoir des performances tout à fait exceptionnelles, j'ai envie de dire, puisqu'on a à la fois la réponse en fréquence qui est qualitative et un temps de décroissance du son qui est juste inatteignable avec les méthodes traditionnelles de positionnement de 4 subs dans des coins, par exemple. Euh, Voilà. ça, ça change juste pour préciser et pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. La correction dont on parle, qui est évoquée ici, c'est une correction avant et arrière. C'est-à-dire que quelque part, sans une contre-réaction que je vais, contre-correction arrière, euh, il est absolument impossible de créer des miracles. Voilà. On, Euh, on pourrait absorber seulement avec les caissons avant, mais forcément, il y a un aller-retour qui se fait ouais, mécaniquement. ouais. Sachant que dans notre cas, encore une fois, permettez-moi de préciser donc cette ouverture arrière qui est une arche de communication, et c'est volontaire, hein, entre la pièce vidéo, audio-vidéo, en fait, qui a été conçue en fait comme faisant intégralement partie du reste de la maison. Et du coup, donc, c'est un espace où on communique vraiment très, très facilement. Voilà. Régis, on passe à tes impressions? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, merci à Christophe de sa patience, parce qu'il est arrivé à 9 heures chez moi, il est reparti à 16h30. Hein, donc ça vous indique la longueur du processus de mesure, et Christophe, en permanence, était en contact avec ses collègues, faisait des tas de réglages. Bon, J'ai été le très bien placement reçu, hein. Pardon? J'ai été très bien reçu, donc Oui, 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 il a fallu nourrir Christophe aussi, mais ça s'est très bien passé. Et voilà. Alors,
je vais donner mes impressions avec déjà 3 mots, et puis après, je passerai à des exemples. Les 3 mots, c'est clarté, précision et spatialisation. Clarté. Alors, le premier terme qui me venait aux échos de Christophe, hein, c'était c'est propre, c'est propre. Et la propreté n'étant pas un concept acoustique, je choisis plutôt clarté ou transparence. La scène sonore a été littéralement nettoyée d'un tas de choses qu'on entendait, un peu comme, je comparerais ça à la presbyacousie. Vous savez, à partir d'un certain âge, quand il y a du bruit dans une pièce, on n'entend pas bien, on comprend pas bien. Eh bien, le processing waveforming Trinov, c'est comme s'il pouvait nettoyer là, tout ce qui nous gênait dans l'écoute. Et du coup, il y a cette clarté, cette transparence, et qui ne se fait pas du tout. C'est pas transparence vs musicalité, c'est-à-dire que il y a de la clarté et il y a de la musicalité, il y a de la vie, et ceci aussi bien dans des bandes sonores simples comme de la stéréo, on a écouté de la stéréo, Christophe, comme dans des bandes très complexes, les bandes de home ciné actuelles sont très complexes. Et également, quelque chose qui venait, c'est tout est à sa place, le grave est à sa place, tout est à sa place, et ça, c'est une impression que j'ai en écoutant, réécoutant des choses, l'impression que chaque chose est maintenant vraiment à sa place, y compris dans des scènes cinématographiques très, très, très puissantes et très complexes. Donc, clarté. Deuxièmement, précision, parce que tout ce démasquage, le résultat de ces courbes que Christophe nous a montrées, c'est la redécouverte. Alors, c'est classique de dire on redécouvre nos films, mais là c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des surprises dans le grave et ce qui est apparu très vite, il y a des surprises aussi dans le médium et dans l'aigu. Il y a des choses qui s'entendent dans tout le spectre sonore qui avant était masqué. Un petit exemple. Le pied de batterie. Je connais bien le son du pied de batterie. Vous avez vu, il y a une batterie dans la salle. Mon fils fait de la batterie. Et il y a des moments, on écoutait des choses, je ne sais plus quel orchestre, et j'ai dit à Christophe, mais ça, c'est un pied de batterie. Il y avait un vrai pied de batterie, alors que d'habitude, c'était boum. Hein. Les layers de son, par exemple, de Peter Gabriel, qui sont très, très complexes, ben là, on arrive à savoir un petit peu ce qu'il a fait, Peter. Ce qui, jusqu'ici, n'est pas très facile. Il y a des tas de choses qui se découvrent tout ça, et de façon vivante et musicale. Donc, clarté, précision et spatialisation. Parce que tout ça fait qu'on a une scène sonore, on a une bulle sonore complètement transformée. Les effets surround, les effets Atmos apparaissent comme jamais. C'est-à-dire que notamment, et pas tellement, enfin si, il y a des effets énormes, mais les petits effets, vous savez, périphériques, les petits effets d'ambiance, tout ce qui donne la vie, là, ils sont complètement là et à leur place. Il y a vraiment quelque chose. Alors, on parle souvent de la bulle Trinov. Là, il va falloir que vous trouviez peut-être un nouveau concept. Je sais pas, la superbulle, l'hyperbulle. Mais c'est vraiment vivant. Et là, je vais donner notamment 2 exemples. Premièrement, premier exemple, Bohemian Rhapsody. La scène du Live Z, bien sûr, à la fin, moi, c'était une scène de démo. J'ai dit aux gens, vous allez être un peu comme si vous étiez au concert. Je me suis remis la scène à bon volume et il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est que, comment vous décrire ça? J'ai- J'étais heureux d'être là, il y a une émotion très positive et l'impression ah, je participe à ça, alors que on est au cinéma, d'accord, c'est une scène reconstituée, etc. Je n'ai pas assisté à la scène initiale, et je me suis dit après, je pense que c'est ce que veut le réalisateur, c'est nous mettre en tant que participants. Et là, j'étais vraiment participant. Deuxième scène, émotion beaucoup moins positive, Saving Private Ryan, le débarquement. 6 juin 44, Omaha Beach, Dog One. Et là, On y est. là, j'y suis et j'ai eu peur. Enfin, il y a une espèce de peur et on est comme tous ces gars-là. Je n'ai qu'une hâte, c'est de sortir de là, quoi, comme tous ces gens-là. Et je pense que là aussi, c'est la volonté du réalisateur de Spielberg de nous mettre au sein de cette horreur finalement. Hein. Et
Et donc le waveforming, c'est ça. Il nous met, alors là, notre psychoacoustique, je ne sais que dire, nos émotions qui sont là parce que c'est réaliste. Dernier exemple, et puis après je laisse la parole à Hugo, sur la localisation des basses, parce que ça c'est une question qui peut venir. Il y a deux scènes qui m'ont intéressé. Euh, la scène initiale de Blade Runner de Ridley Scott. La vue se rapproche de la taille, des immeubles de la Tyrell Corp, et là vous avez des grosses explosions de gaz. Boum, boum, boum. Eh bien, boum, 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 il y en a une à droite, une à gauche, une au milieu. J'ai senti ma tête s'orienter. Alors que d'habitude, elle ne s'orientait pas. De toute façon, le son remplissait toute la pièce. Voilà, il y a une orientation, c'est un réflexe, hein, qui est quelque chose d'intéressant parce que on réagit là à un réalisme qui est là. Deuxième scène, U571, la scène du grenadage. J'en ai deux, je pense que c'est la première. Bon, d'habitude, je baissais le son parce que franchement, c'était très résonnant. Alors là, c'est très réaliste et à un moment, vous avez très nettement, il y a boum à droite, boum à gauche, boum devant, boum derrière. Et là, vous êtes entouré, hein, par cette scène. Et bon, c'est seulement du 5.1, mais c'est très bien fait. C'est pour dire ça, c'est une sensation que j'avais jamais eue, cette orientation des, des fréquences graves. Voilà, donc, pour conclure, parce que l'expérience continue, dans mon contexte, avec mes oreilles et vous avez compris les émotions que ça peut soulever, pour moi, le waveforming nous propulse dans quelque chose que j'avais jamais entendu ni éprouvé, quel que soit le contexte, aussi bien de la musique stéréo, multicanal, ou les bandes son les plus, les plus tonitruantes, comme les plus, je dirais, ambiantes. Donc, merci. Merci, vraiment. Et continuez. Voilà. Eh bien, je pense Merci. que c'est clair, Régis. Et donc, en ce qui nous concerne, donc un contexte qui n'est pas conforme au schéma waveforming, j'avais écrit tout un laïus, etc. Mais là, on va se dépêcher un petit peu. Je vais synthétiser ça en disant que pour moi, au départ, quand Christophe a installé le waveforming, c'était début août. Et quelque part, vu la différence et la singularité de notre installation par rapport à ce waveforming, quelque part, je, je dirais, j'attendais potentiellement une petite amélioration. Et en réalité, pour dire les choses très clairement et en peu de mots, ça a été une révélation. Et je pèse mes mots. C'est une révélation, pourquoi? Parce que on rentre dans un contexte de reproduction qui rentre dans une forme de cohérence et de cohésion sonore qui part de l'extrême grave et qui remonte très très loin dans l'aigu. C'est vraiment cohérent. C'est vraiment, il y a une cohésion totale. Cette reproduction, c'est une forme de continuité, continuité sonore que je n'avais pas entendue depuis que je m'intéresse à l'audio, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans maintenant. Et quelque part, c'est vraiment, il faut écouter ce waveforming. Dans notre cas, uniquement un processing waveforming, vous l'aurez compris. Ce n'est pas une installation type waveforming, mais le résultat, si cette cohérence globale euh, et cette cohérence globale, Régis l'a mentionné tout à l'heure, elle se traduit par
une incroyable émotion. C'est vraiment formidable. C'est c'est un toute autre échelle de reproduction sonore. C'est quelque chose de différent par rapport à tout ce qu'on peut entendre ou écouter aujourd'hui. Alors, dans notre cas, les SVS, donc, euh, sont les tubes cylindriques qui font à peu près 1 m 20, 1 m 30 de haut. Donc, ils sont réglés en contexte basse réflexe, extension maximale dans l'extrême grave. Et pourtant, donc, c'est potentiellement un contexte qui est plus résonnant, moins amorti. Là, avec le waveforming, on rentre dans quelque chose de vraiment très clean, très propre, et qui se marie particulièrement bien avec les enceintes, enfin, des moniteurs 3 voix coax Kali Audio que l'on possède, qui sont très spatialisantes. Euh, donc, Régis l'a mentionné également, une image sonore. Cette cohérence, cette cohésion, elle se traduit justement par une immersion et une image où les enceintes disparaissent complètement. Les enceintes n'existent pas. On se retrouve plongé à l'intérieur d'un espèce d'espace volume sonore et on est immergé. Et on écoute, en fait, c'est une forme de participation à, à quelque chose. Et c'est pour ça que je parlais d'émotion tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui est vraiment fabuleux. Et cette immersion et cette image auront fait d'ailleurs que, pour ce qui me concerne, donc j'étais un très grand fan d'upscaling audio. Pourquoi? Parce que quand on a une installation 9, 4, 8 comme elle est chez nous, on se dit que ben, pour rentabiliser toutes les HP, il vaut mieux mettre un petit peu d'upscaling pour que ça fasse bien. Là, en l'occurrence, c'est juste l'inverse qui se produit avec le waveforming. On se retrouve dans un contexte où l'upscaling devient gênant dans une écoute stéréo ou simplement 5.1. Il y a, en écoute stéréo, tout ce que j'ai pu écouter, tous les CD, donc je suis un grand fan de Diana Krall. Malheureusement, le mixage, c'est pas vraiment ça. Euh, Toujours est-il que des mélodies Gardot ou comment dire, les Stones ou ce style de choses, en stéréo pur, on a une scène sonore frontale qui est simplement magnifique. De la même façon, les dernières, comment dire, les dernières parutions, Tenet, Inception, Interstellar, qui sont encodées en 5.1, euh, l'écoute, en particulier Tenet, c'est vraiment faramineux en termes de reproduction. En 5.1 pur, c'est superbe. Vous collez une petite surcouche oromatique de l'Euro 3D ou éventuellement le DTS X Pro, ça en devient caricatural. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai oublié de vous dire que euh, Régis a mentionné Blade Runner première version, Blade Runner 2049.
C'est c'est- c'est- c'est du domaine du fabuleux. Et Ouais, croyez-moi sur parole, c'est des extraits que j'ai visionnés un nombre incalculable de fois, puisque ça fait partie des scènes de démo HCFR. De la même façon, donc en Dolby Atmos, euh, la mythique scène d'Apocalypse Now avec les hélicos l'attaque du village là, waouh, et, on va écouter ça. et- et tu l'as pas encore écouté? Ah bah écoute, écoute-le, tu verras. Et puis last but not least, le Edge of Tomorrow en Blu-ray, donc en DTS 7.1. Euh, Là, au tout début de la scène, là, avec les. Et d'ailleurs, Christophe, il faudra que tu reviennes l'écouter. Euh, euh, Ce n'est pas simplement la salle qui a vibré, c'est la maison qui a tremblé. Alors, c'est vrai que j'ai été un petit peu fort au niveau du volume, mais quelque part, Régis a cité le mot effrayant. Il y a des façons, des moments où effectivement ça en devient effrayant de réalisme, tellement voilà. Et vous liez tout ça avec l'émotion, on est dans une réalisation majeure et on ne peut que remercier Arnaud et toute l'équipe de Trinov pour surtout de nous avoir permis d'utiliser ça aujourd'hui. Et pour ce qui me concerne, donc pour ce qui nous concerne, mon épouse et moi, très clairement, euh, qu'on nous ôte le waveforming, on commence à pleurer. Mes impressions, vous aurez compris que j'étais très très enthousiaste. Nous étions très enthousiastes par rapport à ce processing de Trinov Waveforming. C'est le cas. Euh, et quelque part, le plus dur pour moi aura été, vous savez tous que je suis assez bavard. Il va falloir qu'on accélère d'ailleurs, parce que je regarde ma montre. Le plus dur pour moi aura été de devoir restreindre ma parole et ne pas pouvoir communiquer sur tout ce dont ce waveforming est capable de faire et de transformer notre, tout du moins notre installation. Voilà. Beaucoup, Hugo et Régis, voilà, pour ces Merci à récits vous deux. très détaillés tout au long du processus. Voilà, Christophe nous a tenus au courant des retours et voilà, c'est vraiment chouette d'avoir des retours, je dirais, aussi complets et détaillés. Et c'est vraiment une mine d'or pour continuer à développer la technologie. Et voilà. Donc, en tout cas, merci pour Arnaud, l'enthousiasme qui nous pousse à. Arnaud, Arnaud, c'est nous qui sommes tes débiteurs. Parce que ce que vous avez réussi à créer, c'est fabuleux. Et je pèse mes mots. Jeff, est-ce que en tant que outsider, est-ce que tu veux dire quelques mots? Moi, j'ai pas été là pour les démos, je le regrette, hein, on peut pas être partout. Mais d'après vos témoignages, bon, ça reflète vraiment ce qu'on s'était déjà dit en off et ce qu'on a pu voir. Et aussi les mesures. Les mesures témoignent vraiment de l'efficacité de la technologie. Et alors, étonnamment, principalement chez toi, Hugo, puisqu'on part Oui. d'un setup finalement qui n'est pas optimisé au niveau des différents arrays à mettre en place, donc avant-arrière. On le voit hein, sur le decay, enfin sur l'énergie restante et sur le traînage au niveau du temporel. Par contre, l'efficacité du waveforming, ça revient à un setup plus, on va dire, plus conventionnel, plus optimisé déjà physiquement. Donc, on voit que le processing, en termes donc de calcul et de correction, est déjà extrêmement efficace pour revenir à une situation, on va dire, initiale, optimisée avec la présence de différents caissons et qui seraient disposés d'une manière presque idéale. Et ça, c'est super impressionnant.
Et on change, avec le waveforming, on change Ah bah, d'installation tout en conservant la même. Et et ça, ça fonctionne. Et ça, et ça et fonctionne. ça fonctionne. Et Ça veut dire que les marges de tolérance, en fait, pour que le système soit efficace, bon, pas évidemment optimal à 100%, mais efficace et pertinent, en partant de quelque chose, on va dire, d'existence sans aucune optimisation, ça va fonctionner. Bon, moi, ça me rassure du coup, puisque je me dis que chez moi, je ferai moins de modifications que ce que j'avais prévu. attention, ne dis pas une chose comme ça parce que Tu vas te C'est, confondre la c'est- classe avec Hugo, là. ouais, De ouais. toute façon, j'ai regardé, je pensais mettre deux questions supplémentaires à l'arrière, donc passer à quatre questions à l'arrière. Ça va être un peu compliqué, il y en aura qu'un troisième, et je rehausserai simplement ceux qui sont déjà en place. Alex, qui est passé chez moi, il a pu voir à quoi ça ressemble. Il faudra juste que je démonte un petit peu tout, que je rouvre le mur pour mettre les caissons avant en hauteur. Parce que là aujourd'hui tout est fermé, il y a un tissu acoustique, enfin il y a tout quoi. Mais c'est pas grave, je mettrai un coup de cutter, je tirerai des câbles et je ferai ce qu'il faut quoi. Alex, est-ce que tu veux faire un petit commentaire par rapport à tout ce qui a été dit? Un petit commentaire. Non, mais les retours sont plutôt encourageants, en fait, parce que c'est vrai que on a passé principalement l'année, c'est vrai, les démos qu'on faisait, typiquement au CEDIA, l'ISE, c'était quand même sur des setups assez maximalistes qui pouvaient éventuellement effrayer un peu les enthousiastes, hein, faut pas le cacher, quand on fait des pièces avec 12, 16, voire 24 caissons. On est un peu en dehors du monde réel et effectivement, bah, ces expériences que j'ai pas eu le temps moi non plus d'écouter sont plutôt très encourageantes pour la suite et pour le déploiement de waveforming à plus grande échelle dans le courant de l'année. Clairement. Arnaud, un déploiement un petit peu plus généralisé, est-ce qu'on peut aujourd'hui donc commencer à positionner un petit peu la politique de déploiement par rapport au waveforming, s'il n'est pas trop tôt pour en parler éventuellement? Si, là, on est en train de préparer les annonces, mais effectivement, avec Waveforming, on est dans une démarche de maximiser la performance. Et comme on a pu le voir dans la présentation, la performance, elle dépend quand même beaucoup des conditions de départ. Donc, c'est-à-dire de la configuration des haut-parleurs, de la conception de la pièce. Et donc, la technologie, on va l'introduire au travers de revendeurs certifiés auxquels on va donner un training très poussé et qui seront en mesure de mettre en œuvre des installations qui seront toutes réussies. Donc là, on va être voilà, on va être dans quelque chose de très maîtrisé avec avec des partenaires certifiés. Et donc ça va nous emmener jusqu'à voilà, début mi-2024. Et à partir de là, on va ouvrir plus largement la, la technologie. Voilà. Donc, on va faire une introduction un peu progressive. Euh, L'idée derrière, c'est que, enfin, voilà, moi, ma conviction hein, depuis le début, euh, c'est vraiment une technologie qui change totalement la manière d'envisager les choses. Pour la Ah, première fois, on contrôle 100% du champ acoustique. C'est-à-dire, on contrôle dans les trois dimensions de l'espace, pour toutes les fréquences, dans le temps, enfin, on contrôle tout. Et donc, c'est la première fois, on va dire, dans l'évolution des technologies audio qu'on atteint ce niveau de maîtrise. Et je pense que c'est une technologie qui va être amenée à, à progresser, s'améliorer, se démocratiser. Moi, je vois bien 5 ou peut-être 10 ans de développement à la fois scientifique, technologique et puis commercial. Donc, je dirais qu'on n'est pas spécialement pressé à ouvrir large tout de suite voilà, on préfère avancer par étapes, sécuriser chaque étape et donc voilà, d'avoir un lancement maîtrisé pour voilà, s'assurer qu'on a bien une belle maîtrise et surtout qu'on les retours d'expérience, on puisse les traiter, améliorer les choses au fur et à mesure. Il y a aussi un rebouclage
lorsque la technologie rencontre le terrain et la réalité du terrain, on va pouvoir reboucler et intégrer tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que parallèlement à cette approche, euh, disons, très haute performance, c'est quand même hyper encourageant de voir que même si on s'écarte très fortement du cas idéal, on a quand même un gain en performance très significatif. Donc ça nous rend d'autant plus confiants sur l'avenir de cette technologie. Je rappelle juste pour que les gens comprennent un petit peu, si tu veux, la, comment dire, un petit peu la frilosité de Trinov quant à une diffusion large du waveforming, c'est que quelque part, tant Régis que moi avons eu l'immense chance de bénéficier de l'expérience de Christophe dans la mise en œuvre du waveforming, chacun chez nous, et que en fait, chaque installation étant par définition différente, les points de mesure qui ont été faits chez moi initialement ne correspondaient pas forcément aux points de mesure qui auront été faits chez Régis. Et du coup, on peut voir qu'il y a une, tout du moins pour le moment, à ce stade du développement, comment dire, une volonté déjà de former les personnes qui seront probablement amenées à mettre en œuvre ces technologies et quelque part à ce que eux-mêmes puissent devenir à l'aise par rapport à cette mise en œuvre. Euh, est-ce que est-ce que c'est ce qui correspond à à votre démarche ou est-ce que C'est complètement, oui, c'est complètement ça. On veut que la technologie soit, on veut ah, on a perdu Arnaud. entre les mains de personnes qui auront été. Arnaud, ta connexion est un Ah, petit peu ok. faiblarde. Non, non, c'est Est-ce revenu. que Ok. Je ouais, suis revenu. Ouais. Ok. voilà. Oui. Non, voilà, l'idée, c'est de effectivement la, on est vraiment dans une démarche de performance. On veut s'appuyer sur des mises en œuvre où les personnes qui mettent en œuvre la technologie comprennent comment ça marche et créent les conditions pour que ça fonctionne à tous les coups, sachant que bah, Trinov, on ne pourra pas être derrière toutes les installations. Voilà. Donc il faut qu'on avance progressivement, je dirais, en partageant nos connaissances avec tous ces partenaires qui vont la mettre en œuvre. Euh, voilà. Donc c'est pour ça on est dans voilà, une démarche d'introduction progressive et maîtrisée. Voilà. Ce qui fait que Régis et moi, nous devons d'autant plus vous remercier pour avoir fait ces installations précoces chez nous, sachant que Régis et moi, nous habitons en région parisienne et que quelque part, il était d'autant plus facile pour l'équipe de développement de pouvoir intervenir chez nous par le biais de Christophe. Arnaud, avant de passer au PAVS et au contexte du Tech Talk HCFR le dimanche matin conjointement avec Storm Audio, euh, est-ce que tu me permets une petite question un petit peu technique? Euh, Si j'ai bien suivi nos divers baignures de podcasts baignures comment dire qui avaient vocation à expliciter de façon très didactique et longue le concept à la base du waveforming. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot concernant le basculement d'une pièce d'un contexte résonant, donc des résonances qui sont prises en compte par la technologie waveforming,
et le basculement dans un contexte de compression lorsque l'onde de la salle, par définition de l'infragrave, euh, la pièce ne devient plus résonante, mais elle passe en mode compression. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus de ce que vous pensez ou si éventuellement vous pensez positionner quelque chose pour ce type spécifique de reproduction? Tout à fait. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a déjà identifié depuis quelque temps, surtout avec le développement de la reproduction infrasonique. Donc ça devient un sujet de plus en plus fréquent. Et donc, effectivement, on est aujourd'hui en train de travailler précisément sur ce sujet. Donc, c'est peut-être un peu tôt pour en parler en détail maintenant, mais dans quelques mois, avec plaisir, on pourra voilà, vraiment en parler. Mais c'est clairement un sujet voilà, sur lequel euh, on travaille activement. Voilà. Eh bien, d'ores et déjà, permets-moi de positionner un Bénur 3 pour, pour, OK, pour, 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 pour positionner OK. la compréhension d'un tel, Voilà, d'un, d'un- avec d'un- plaisir. d'un tel sujet. Ok, comme le temps tourne et qu'on a, comme toujours, sérieusement emplafonné nos butées, je vous propose qu'on revienne au PABS. Est-ce que donc qu'est-ce que Trinov proposera comme démo au PAVS? Je suppose qu'il n'y aura pas les mêmes types de démos qu'au parce que je n'ai pas entendu parler d'une salle équipée de combien? 24, 24, 24, oui. 24 tubes. Donc, qu'est-ce qui sera en démo Trinov au PAVS? Est-ce qu'il y aura toujours la scène de chez Sony? Alors, au PAVS cette année, donc effectivement, on a passé 1 heure et demie à parler de waveforming. Et donc, malheureusement, à la PAVS, on ne fera pas de waveforming. Pour la bonne et simple raison, bah, vous l'avez expliqué dans vos expériences, c'est que les mesures prennent encore, bah, la session de mesure prend encore un peu de temps quand même, et qu'à la PAVS, techniquement, pour l'instant, on ne peut pas avoir les 3 à 4 heures nécessaires aux mesures, 3 à 4 heures de silence, parce qu'on a finalement on a très peu de temps, on a en cumulé, on n'a même pas 24 heures pour construire une salle ciné de zéro. Donc ça fait un peu court pour faire tout ça. Donc on va avoir effectivement, comme l'an dernier, on travaille toujours avec la même équipe, superbe équipe, donc avec Sony, avec Waterfall Audio, avec Extreme Screen, avec Rivon Magnétar, donc pour une démo dans l'espace, dans la salle 351, avec effectivement toujours la même salle ciné, dans une configuration donc, qui est beaucoup plus classique, en 9 de 4. Voilà. Pour ce qui vous attend au PAVS, donc ça c'est pour la partie démo active. Et pour la partie stand statique, on montrera donc un exemplaire enfin voilà, là, des petites nouveautés la hardware qui sont en cours, donc notamment un exemplaire de la carte HDMI 2.1, donc qui existe Waouh! vraiment. Voilà, on montrera aussi nos nouvelles cartes DAC ESS, parce que maintenant, bah, effectivement, toute la gamme Trinov est équipée avec ces nouveaux DAC. Donc ça permettra de voir les cartes aussi et de montrer en fait un peu aux gens qu'il est possible en fait de mettre à jour leur machine avec les nouveaux DAC pour ceux qui les souhaitent. Donc ça sera possible. Et puis il y aura une petite surprise. J'en parle pas pour l'instant, mais parce que ça va nous porter la poisse. Sinon, mais il y aura une petite surprise. Hein. C'est pas quelque chose de quoique, si, quand même. Parce que c'est quelque chose que l'Altitude 32 attend depuis au moins 10 ans. Voilà. Oh, oh là 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 là, qu'est-ce que tu as dit là, Mm. Alex? Oh Ah, là là, ah là là. moi, je sais, mais je dirais rien. Et en Ah, fait, je sais pas. Les gens vont être tellement déçus, c'est Et en horrible. fait, je sais pas. non, mais ce qui est formidable, Christophe, c'est que il y a enfin l'arrivée du HDMI, de la carte HDMI 2.1. Alex, est-ce qu'on a une petite idée du prix, puisqu'il faut rentrer dans le terre-à-terre?
De mémoire, que je dise pas de bêtises, je crois que le prix de l'upgrade pour les machines existantes doit être à 1 200 € à peu près, TTC. Waouh, sympa ça. C'est Voilà. super. Et merci pour les efforts que vous faites et et surtout avec la surprise là pour l'altitude 32 qu'on 32 et a. 16 d'ailleurs. Non, 32 et 16 d'ailleurs, mais Bon, bon, quand bref, même. bref. Ok. Écoutez, encore une fois, on a largement dépassé. Aussi, je vous propose un tour de table. On va commencer par Arnaud. Bah, moi, je conclurai plutôt avec des remerciements pour tous les retours d'expérience, l'enthousiasme, et puis voilà, d'aborder un peu le lancement d'une technologie quand même assez révolutionnaire avec voilà, tout ce que ça comporte de potentiel, mais aussi de surprises sur le chemin. Donc voilà, merci pour ces retours et voilà, c'est très, très utile et ça motive toute l'équipe à voilà, continuer les développements. Voilà, c'est très important de savoir pour un constructeur, mais aussi pour un développeur de technologie que voilà, ce qu'on fait enthousiasme vraiment les utilisateurs. Voilà, donc merci beaucoup. Christophe. Je vais suivre Arnaud dans les remerciements. Donc, merci beaucoup à Hugo et à Régis pour leur patience pendant l'installation du waveforming, pour avoir pris le risque quand même d'installer une techno aussi nouvelle chez eux, parce que on n'était pas forcément sûr, surtout pour Hugo, encore une fois, du résultat. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Et je vous donne rendez-vous au PAVS où j'espère voir nombreux les forumers, qu'on puisse, comme tous les ans, se rencontrer, serrer la main et échanger. Voilà. Alex, Pareil, hein, je continue les remerciements de votre investissement, du temps passé, des modifs appliqués, notamment pour Louis, pour Régis, pardon. Non, non, merci ouais, de nous accompagner dans cette nouvelle techno. C'est super important quand même d'avoir des contacts avec des gens passionnés qui s'intéressent et voilà, qui effectivement nous permettent, ces retours sont franchement, nous, un peu dans notre bulle de fabricant. Ça nous permet, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Et je le dis sincèrement parce que bon, vous savez que moi, par ma fonction, je fais énormément de terrain et on apprend énormément avec tout en retour, que ce soit via le forum ou directement chez les clients, donc enfin, chez nos utilisateurs. Donc c'est très, très intéressant. Merci encore. Et puis pareil, rendez-vous au PAVS où on prépare déjà nos muscles pour faire la salle. Donc ça va être non, non, ça va être très intéressant de revoir tout le monde. Voilà. eh bien, mon cher Jeff, Et il faut que je trouve des caissons encastrables avec une faible profondeur. Parce que j'ai que 9 à 10 centimètres dans ma cloison. Donc je cherche, je regarde. J'ai déjà trouvé des trucs, mais je vais trouver. Je vais trouver. Je vais trouver. C'est prévu. Régis, Merci d'alimenter nos passions parce que comme j'ai dit, oui, c'est le terme révolution et puis euh, c'est vivant et émotionnant. Voilà, merci. eh bien, pour ce qui me concerne, à titre personnel, je remercie, l'ensemble de toutes les personnes de Trinov parce que ce que vous avez réussi à créer, c'est vraiment, Régis l'a dit, émotionnant. Et cette émotion au quotidien, pouvoir y goûter, c'est vraiment fabuleux. Et nous permettre d'atteindre ce style de choses. Encore une fois, merci. Et Arnaud, je, si tu pouvais retransmettre ce merci à l'ensemble
de l'équipe, ce serait vraiment bref, ensuite, pour en revenir au contexte de l'association HCFR, je voudrais rappeler donc ici que ce podcast va servir donc de préalable comment dire, aux échanges que l'on aura le dimanche matin à partir de 11 heures lors du Tech Talk HCFR sur les nouvelles technologies de correction acoustique active. Donc, il y aura Storm Audio avec le dire à carte à 11 heures et ce que l'on vient de faire ici à 11h, 11h30. Voilà, sur ce, écoutez, je vous remercie pour cette participation. Encore une fois, merci à toute l'équipe de Trinov pour ce que vous avez réussi à créer au travers du waveforming. Et à toi, Arnaud, merci d'être avec nous en provenance puisque tu es actuellement aux US. En direct. Et, et on Mais apprécie. Mais en fait, ça se passe très bien, hein. Pour moi, là, il doit être 16 heures. Il est 16h30, hein. Ça va. Oui, Tout C'est va l'heure bien. du goûter. oui, je sais, Arnaud, mais connaissant la densité de ton emploi du temps, nous te remercions d'autant plus d'avoir pu dégager ces quelques moments avec nous. Voilà. Sur ce, je vais arrêter cet enregistrement et je vous souhaite à tous un au revoir et à bientôt sur HCFR. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Au revoir. I'm not a stranger to excuses. Burned me once or twice. I expect